Dans cette vidéo, nous allons traiter le module 6 du programme de première bac pro de PSE. Donc j'aimerais bien qu'on commence à analyser la situation par une problématique et l'utilisation du diagramme de cause à effet ou diagramme d'Ishikawa. Donc la problématique que l'on va traiter, ça va être d'être sensibilisé, d'expliquer la nécessité de préserver les ressources en eau, qui sont une ressource vitale et fragile, tant en qualité qu'en quantité. Et afin d'être capable d'adopter un comportement éco-citoyen pour soi-même, être convaincu que la maîtrise de sa consommation d'eau est essentielle pour nous, pour nous éviter de payer trop de factures d'eau et aussi pour la planète. Donc nous avons trois enjeux, un enjeu politique et économique, un problème de qualité et un problème de quantité. Les besoins constants en eau des sociétés humaines et les évolutions climatiques font peser sur cette ressource vitale une pression importante. En certains lieux de la planète, l'accès à l'eau et ses différents usages concurrents sont plus que jamais source de conflits et un fort enjeu de pouvoir. L'essentiel des ressources en eau douce mobilisable est constitué de précipitations atmosphériques, des eaux de surface et des eaux souterraines. La gestion efficace et durable des ressources en eau implique une connaissance parfaite de leur disponibilité et de leur variabilité dans le temps, avec les saisons, et dans l'espace, selon la situation géographique. Elle passe par une maîtrise du gaspillage, de la pollution de l'eau et du traitement de l'eau potable. Donc, dans l'introduction, nous avons vu comment la problématique, que l'eau potable était un enjeu majeur de développement durable, et c'est aussi un bien commun de l'humanité, qui est devenu rare et précieux. Les réserves d'eau sont surexploitées et font l'objet d'une demande toujours croissante et subissent des pollutions diverses et graves. La satisfaction des besoins en eau est une problématique de développement durable prioritaire, qui sera encore compliquée par le réchauffement climatique. Il faut savoir que près de 75% du globe sont couverts d'eau. La presque totalité de cette eau, on dira 97,2%, est salée. Et la majeure partie de l'eau douce, 77%, est gelée. On comprendra pourquoi on dit que cette ressource est précieuse. Les précipitations et les écoulements terrestres sont mal répartis sur l'ensemble du globe. Certaines régions reçoivent beaucoup plus d'eau que d'autres. La répartition des ressources s'en trouve très inégale et certains pays souffrent d'un manque notable d'eau. On voit d'ailleurs tout ce qui est en orange sur la carte, qui sont en situation critique. L'origine de l'eau prélevée pour les différents usages vient de nappes souterraines et des eaux de surface, les lacs, les rivières, les étangs. La croissance démographique a entraîné un accroissement des prélèvements et au niveau mondial, la demande en eau a augmenté. Alors ce ne sont pas simplement les individus qui consomment beaucoup d'eau, mais c'est surtout l'agriculture et l'industrie qui sont les plus grandes consommatrices. Donc, quelle quantité d'eau consommons-nous véritablement? Et est-ce que l'eau qu'on consomme est de qualité? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Alors, pour devenir potable, l'eau a un chemin assez complexe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit payer pour avoir de l'eau. Nous, le geste simple quand on ouvre le robinet et qu'on a de l'eau potable, qu'on peut boire, n'est pas finalement simple, c'est pas magique. Donc l'eau, il y a trois grandes étapes qu'il faut se souvenir. Il va y avoir de la source
jusqu'aux maisons, on va appeler ça l'adduction d'eau. Ensuite, il y a la distribution de l'eau aux différentes habitations et commerces et industries. Et une fois qu'on a utilisé l'eau, la dernière étape, ça va être l'assainissement de l'eau. Donc nous verrons un petit peu ce que c'est qu'une eau potable et on va se pencher sur combien consomme un individu en moyenne pour essayer de voir comment on peut en consommer moins. Mais dans un premier temps, on va voir un petit peu cette production d'eau potable. Donc pour devenir potable, l'eau va subir de nombreux traitements. Bon, bien sûr, il y a aussi des eaux plus ou moins polluées. En Nouvelle-Calédonie, l'eau est quand même de bonne qualité, à part bien sûr à la suite de cyclones ou de fortes précipitations. Donc on va l'acheminer. Maintenant, on ne peut plus boire l'eau de la rivière ou des différentes sources. Pour la plupart du temps, elle est trop polluée, elle nous rendrait malades. Hein. Donc, on va l'amener vers une usine de traitement de l'eau potable et qui se trouve pour Nouméa, je ne sais pas si vous voyez, à côté de Montravel, sur la petite colline au-dessus. Hein. On appelle ça le Mont T. Où on a cette usine de traitement de l'eau potable. Pour d'autres agglomérations, le traitement est plus simple. Hein. Donc, l'adduction d'eau de la source jusqu'à la station d'épuration, c'est le grand tuyau qui vient de Dimbéa, par exemple. Hein, voilà. Donc, il va falloir nettoyer l'eau en plusieurs étapes pour qu'elle puisse être propre à la consommation. Donc, il y a aussi des étapes pour que l'eau soit agréable hein, à voir et au goût. Pas seulement qu'elle ne nous rende pas malade. Hein. Donc, première étape, imaginez le grand tuyau, 80 cm de diamètre. Hein. Il y a des gros déchets qui vont être pompés dans l'eau de la rivière ou dans la source. Hein. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle la première étape, le dégrillage, qui va enlever les plus gros déchets. Ensuite, une fois qu'on a enlevé les plus gros déchets, on va avoir le tamisage. L'eau va passer à travers un tamis qui va retenir les plus petits déchets. Pas mal de mégots de cigarettes, malheureusement. Ensuite, pour la clarifier, on va injecter un produit qui va faire des flocs et qui va permettre à toutes ces saletés en suspension d'être attirées comme un aimant. Et ensuite, ça va se décanter, couler tout doucement sur le fond du réservoir. Ensuite, pour la clarifier encore plus, elle va passer dans du sable, hein, c'est la filtration. Là, elle est propre, mais elle n'est pas encore bonne à consommer parce qu'il y a encore des microbes. Donc, on y va, on s'occupe des microbes. On va injecter un gaz, l'ozone, qui va tuer virus et bactéries. Et il va se rester encore des substances indésirables hein, qui viennent par exemple des pesticides, des engrais, des hydrocarbures. Et donc, c'est la filtration au charbon actif. Après, là, elle est claire, elle est transparente. Elle n'a pas de goût, elle est maintenant potable. Mais il nous reste une étape avant d'aller dans le château d'eau pour la stocker. Hein, c'est la chloration. On va mettre du chlore qui va servir à désinfecter l'eau et empêcher que d'autres microbes ou des algues se développent dans les canalisations avant que ça arrive à la maison. Donc voilà pour tout ce traitement de l'eau potable. Il faut savoir que l'eau est un des produits alimentaires les plus contrôlés. Hein, donc il y a une surveillance constante tous les jours, des prélèvements et on vérifie que cette eau corresponde aux normes. Donc on verra qu'il y a une série de paramètres qu'il faudra vérifier pour que cette eau soit aux normes dans un laboratoire. Et après donc l'eau sera potable. Mais qu'est-ce que c'est finalement une eau potable? Donc une eau potable, c'est une eau que l'on peut boire sans risque pour la santé. C'est facile à se rappeler, une eau que l'on peut boire sans risque pour la santé. Et elle doit répondre à 63 critères de qualité très stricts. On va essayer d'en retenir 3. Le critère microbiologique, vous pouvez le deviner, l'eau potable doit contenir 0 microbe. Donc quand on regarde notre analyse de l'eau, on verra qu'il y a un seuil des fois à ne pas dépasser.
C'est le cas, par exemple, pour les paramètres physico-chimiques, la température, le pH et le taux de substances indésirables qui va avoir des résidus d'engrais ou de pesticides qu'on peut avoir dans l'eau. Donc, il y a un seuil à ne pas dépasser. Et pour terminer, et non les moindres, les paramètres organoleptiques, on retrouve le mot organe d'essence. Donc l'eau, elle doit être par rapport aux yeux transparente, par rapport au nez inodore et par rapport au goût, elle ne doit avoir aucun goût. Donc l'eau à la maison. Il faut savoir que chaque individu utilise en moyenne 150 litres d'eau par jour, mais en gaspille une grande quantité. Donc, par rapport à la maison, où est-ce qu'on va utiliser le plus d'eau ça va être différent si on a un habitat collectif ou individuel par rapport à notre revenu, à notre âge et notre mode de vie. Donc dans la cuisine, ça va être surtout, c'est pas trop la vaisselle, mais c'est le lave-linge s'il est dans la cuisine qui va utiliser beaucoup d'eau. Dans les toilettes, 6 à 12 litres à chaque fois, hein, donc si c'est multiplié par le nombre de personnes. La douche, bien sûr, on va éviter les bains, c'est là que ça va utiliser le plus d'eau. Et là, il y a des choses à faire pour ne pas gaspiller l'eau, la laisser couler inutilement. Dans le jardin, donc on utilise pas mal d'eau aussi, et ce qui bat les records, c'est la voiture, avec 200 litres à chaque fois qu'on lave une voiture. Je ne parle pas de piscine. Donc il faut savoir que le compteur d'eau, donc c'est ce qui va déterminer la quantité d'argent qu'on va payer pour l'eau consommée, hein, en mètres cubes. Et donc si on fait des économies, qu'on essaie de ne pas gaspiller l'eau, c'est sûr que ça sera tout du bonus pour nous, hein. Les collecteurs, donc là on est dans le réseau d'assainissement de l'eau. L'eau des égouts, des canalisations, une fois qu'elle est utilisée, où on va retrouver tout ce qui est lessive, eau des toilettes, etc. Et donc maintenant, on ne peut plus la déverser directement dans les rivières ou dans la mer. On a besoin de la dépolluer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la station d'épuration des eaux usées. Alors attention de ne pas mélanger le traitement de l'eau potable et l'assainissement et l'épuration des eaux usées. C'est pas parce qu'il y a le mot pur dedans qu'on va boire l'eau des égouts, hein, voilà. Donc deux problématiques. L'eau potable, la problématique de santé. L'eau, on doit la consommer sans être malade. Et on doit pouvoir en consommer facilement. Et la problématique environnementale, hein, avec on va éviter de relâcher dans la nature trop de produits polluants qui peuvent entraîner pas mal de soucis, hein. Les poissons qui meurent, le développement d'algues de façon excroissante qu'on va essayer d'éviter, hein. Alors, comment préserver l'eau ? La consommation et les actions éco-citoyennes, donc on verra qu'il y a des mesures collectives et des mesures individuelles. Attention, les mesures collectives ne sont pas des mesures qui sont prises par les familles. Les mesures collectives sont prises par les collectivités, hein, donc les mairies, les entreprises, les provinces, le gouvernement va prendre des mesures collectives. Et nous, monsieur tout le monde, on ne peut pas, hein, on n'a pas ni l'argent ni les moyens. Par contre, nous, on va avoir des actions, des gestes simples éco-citoyens qu'on va essayer de voir ensemble. Donc la France et la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs est un pays qui a de l'eau de façon équilibrée, mais qui en est grande consommatrice. Alors, je disais, ce n'était pas que les ménages, hein, c'est aussi les industries et l'agriculture. Vous vous rappelez, on avait vu dans le jeu Pollue pas l'eau que l'agriculture consommait beaucoup d'eau. Par exemple, pour 1 kg de viande de bœuf, on a besoin de 15 500 litres d'eau. Donc pour limiter ces gaspillages, il y a des solutions très simples qui peuvent être adoptées. Par exemple, récupérer l'eau de pluie pour arroser le jardin. Donc par rapport à toute notre utilisation de l'eau, on va essayer de trouver des mesures simples, efficaces, concrètes, convaincantes. Ça peut être prendre des douches plutôt que des bains.
Mais surtout, ce qui va le plus gaspiller de l'eau, c'est-à-dire que je gaspille, ça veut dire que c'est de l'eau que je n'utilise pas, hein, dont je n'ai pas besoin, et à ne pas confondre en disant comme mesure, ah bon, moi je me lave plus ou je lave plus mon linge. Hein. Ça, ce ne sont pas des bonnes mesures. Hein. Donc réparer les fuites, c'est ce qui va utiliser jusqu'à 200 litres d'eau par jour, hein, un robinet qui va goûter, alors que simplement en changeant un joint, on va pouvoir payer moins d'eau, moins de factures d'eau. Et pour le jardin aussi, arroser à des heures les moins chaudes. Alors, en fait, il y a trois grandes familles de mesures. Il y a des mesures où on va limiter sa consommation. Donc, je vous encourage à faire un petit peu de recherche, à formuler avec vos mots trois mesures, une dans chaque famille, et bien mémoriser que ces trois-là. Donc, limiter sa consommation d'eau, effectuer des choix judicieux. Par exemple, quand je vais acheter du matériel, du lave-linge, par exemple, je vais faire attention à ce que ça soit des étiquettes A+++. Et où il y a un cycle d'économie d'eau, c'est-à-dire que je ne vais pas tout faire tourner le lave-linge s'il n'est pas plein, par exemple. Ou alors, on va essayer de mettre que le réservoir soit juste à moitié. Et enfin, pour terminer, alors il y a l'aspect pollution aussi. On va essayer de limiter les produits chimiques qu'on va utiliser. Hein. On ne va pas jeter dans les canalisations, par exemple les huiles de friture, etc. Alors il y a un site très sympa que je vous mettrai dans les commentaires, hein, dans la description. C'est Conso Globe. Et là, il y a une petite animation qu'on verra. Je crois que je vais faire une petite vidéo rien que pour ça, pour les mesures à prendre individuelles pour préserver l'eau. Alors, l'essentiel à retenir, hein, on va essayer de récapituler. Donc, dans le monde, l'eau douce, indispensable à la consommation humaine, est captée dans les nappes phréatiques ou les eaux de surface, les lacs, les rivières, les fleuves. Sa répartition est inégale sur la planète. Les populations sont privées d'eau potable, hein, surtout en Afrique, et souffrent de maladies parfois mortelles. Alors on verra que parfois en Inde aussi, c'est pas le manque d'eau là qui posera problème, mais c'est la pollution de l'eau. En France, l'eau est globalement présente en quantité suffisante, et en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs aussi, mais certaines régions connaissent des périodes de pénurie d'eau. L'eau potable doit correspondre à des critères de confort et d'agrément et ne présenter aucun risque pour la santé. Elle est contrôlée de son lieu de captage jusqu'au réseau de distribution. Donc on va avoir la station de captage où est contrôlée la potabilité ou dans la station de traitement d'eau potable. Hein, et ensuite, donc on avait dit l'adduction d'eau. Ensuite, on va avoir la distribution de l'eau, où l'eau va être distribuée à des usages domestiques pour l'industrie ou l'agriculture. Et enfin, il y aura la dernière étape, l'assainissement de l'eau, où on va devoir dépolluer l'eau avant de la rejeter dans la nature. Des mesures collectives pour préserver l'eau consistent à réduire la pollution ou la consommation grâce à la loi et à des investissements dans l'amélioration des réseaux d'assainissement et de distribution. Donc, par exemple, on va essayer de construire plus de stations d'épuration pour éviter ou alors on va pratiquer une agriculture raisonnée pour éviter de relâcher trop de nitrates et de pesticides dans les nappes phréatiques. Le comportement éco-citoyen consiste à limiter sa consommation et à effectuer des choix judicieux pour l'équipement de son lieu d'habitation. Il consiste aussi à restreindre l'usage et le rejet des produits chimiques dans l'eau pour limiter le coût de dépollution des eaux usées. Cette vidéo est terminée, donc je vous encourage à aller un petit peu plus loin dans les liens que j'aurai mis dans la description. Et puis, vous aurez la possibilité d'approfondir les mesures individuelles aussi à proposer dans une petite vidéo à part, parce que autrement ça faisait un petit peu trop long. Donc, au prochain épisode, pour les gestes éco-citoyens
afin de préserver les ressources en eau et payer moins de factures d'eau.